Bonjour tout le monde. Applaudissez chaleureusement le commissaire européen, le ministre, le président du Parlement, M. Borrell, s'il vous plaît. Alors c'est pour moi un honneur et un privilège d'animer cet échange amical, fraternel, avec une très grande personnalité de premier plan de la diplomatie internationale, Joseph Borrell, dont le parcours illustre un engagement constant en faveur du dialogue, de la coopération et de la construction d'un ordre mondial fondé sur des règles. L'échange que nous allons avoir s'inscrit pleinement dans les axes de ce forum: la confiance, la gouvernance, la souveraineté numérique, mais aussi la nécessité de repenser autrement les rapports entre progrès scientifique et exigences éthiques. Autant de dimensions que notre invité a eu à appréhender tout au long de son parcours remarquable. Président du Parlement, ministre des Affaires étrangères, commissaire européen, la guerre en Ukraine, la guerre au Proche-Orient. On le voyait chaque matin, chaque après-midi à la télévision, comme on voit aujourd'hui le président Trump. Au cœur des grandes transformations géopolitiques contemporaines. Et dans un monde traversé par des incertitudes croissantes, des tensions persistantes et des mutations technologiques accélérées, il nous revient collectivement de réfléchir aux conditions d'un avenir commun où l'innovation reste au service de l'humain et où la coopération internationale demeure le socle de toute stabilité durable. Monsieur Borrell, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cet échange et je vous propose d'entrer directement dans le vif de notre discussion. Alors, question. Vous avez une longue expérience au cœur des institutions européennes et de la diplomatie internationale. En quoi votre parcours vous prépare-t-il à intervenir dans un forum mondial de cette envergure? Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher professeur. Merci à tout le monde. Tout d'abord, permettez-moi de dire merci beaucoup et rappeler que il y a 30 ans, c'est la première fois que je suis venu à Fès. Vous n'étiez pas encore né. Et moi, si. Toi, oui, mais enfin, toi, c'est différent, mais eux, non. Et l'université n'existait pas. Et je suis venu dans la main de mon ami, le ministre Kabash, à l'époque ministre des Travaux publics du Royaume du Maroc. Et j'étais ministre des Travaux publics du Royaume de l'Espagne. Je dois dire, 30 ans après, Fès, le Maroc, c'est quelque chose de complètement différent. Et je dois féliciter à tous les citoyens marocains pour cet incroyable progrès. Et votre question, c'est de dire en quoi cette trajectoire me prépare à parler de l'intelligence artificielle. Donc, c'est le sujet aujourd'hui. Mais pas beaucoup, parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est entré dans notre vie il y a 3 ans. Il y a 3 ans, simplement que ChatGPT, on sait qu'est-ce que c'est. Avant, ChatGPT, ça n'existait pas. La artificialisation de l'intelligence, oui, elle existait déjà. Quand j'étais un jeune étudiant comme vous, j'avais traduit un livre remarquable de Paul Neumann, un des meilleurs mathématiciens du monde, qui s'appelait The Computer and the Brain, le cerveau et l'ordinateur. Et maintenant, l'ordinateur, le grand ordinateur, le supercalculateur a envahi nos vies.
d'une façon à la fois dangereuse et positive. Alors moi, j'aurais bien aimé être capable d'avoir à portée de la main cette intelligence artificielle, ça m'aurait aidé. Peut-être avec l'intelligence artificielle, on aurait pu savoir si Poutine allait envahir l'Ukraine ou pas. Je ne savais pas. Et la majorité pensait que non, qu'il n'allait pas le faire. Et les services d'intelligence américains nous disaient oui, on le sait, il va le faire. Pourquoi est-ce qu'ils le savaient? Ils avaient appelé ChatGPT? Non, ça n'existait pas. Donc, si on avait eu, il y a 5 ans, les outils de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, on aurait peut-être été capable de deviner, d'approfondir notre connaissance du futur et agir d'une façon plus... Les Américains l'avaient deviné, mais pas les Européens. Non, les Européens ne voulaient pas croire que la guerre allait commencer. Et les Américains nous disaient, mettez les pieds sur terre, ça va commencer et ça va aller très vite. Ok. Mais les Américains l'avaient deviné sans intelligence artificielle. Sans intelligence artificielle, mais avec des satellites. Et les satellites ont des yeux très grands. Un satellite est capable de voir si moi j'allume ma voiture au garage. Donc ils savaient ce qui s'est passé. Ils savaient très bien qu'il y avait 150 000 soldats et des milliers de chars massés dans la frontière ukrainienne. Et ils le savaient. Alors, ce forum se tient dans un contexte mondial aujourd'hui marqué complètement, entièrement par l'incertitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le monde devient de moins en moins prévisible. Et il faut que vous sachiez que la crise devient l'état normal. Nous, on est habitués que la crise vient et s'en va. Et après une crise, on récupère la normalité. Le virus est parti, bon, maintenant on enlève les masques. Eh bien non. Les crises sont l'état normal des choses, de la vie, des rapports internationaux, de la dynamique. Le manque de confiance, le mot confiance, on a beaucoup employé cet après-midi. Le manque de confiance parmi ou entre les acteurs fait que le monde soit beaucoup plus imprévisible. Et puis il y a des acteurs concrets avec des noms et prénoms très concrets qui ajoutent beaucoup à l'imprévisibilité du monde. Si on m'avait dit il y a 10 ans qu'un président des États-Unis ferait les tapis rouges à M. Poutine, je n'aurais pas pas pu. Les choses ne sont plus comme elles étaient, parce qu'il y a des acteurs qui sèment l'imprévisible. Et pour le praticien que vous êtes, est-ce que vous croyez, vous pourriez deviner qu'un jour aussi, encore une fois, le président Trump va faire ce tapis rouge encore une fois au président Poutine? Il l'a fait une fois, il pourrait le faire une autre fois. Pourquoi pas, si ça l'arrange. Ouais. Vous avez été un acteur clé de la diplomatie européenne. En quoi l'intelligence artificielle transforme-t-elle ou pourra transformer la pratique diplomatique? Écoutez, en la diplomatie en particulier, et en général, tout ce qui est humain, est strictement humain, ne sera remplacé par l'intelligence artificielle. Un acteur, la danse d'un acteur, les diagnostics d'un médecin et son contact personnel avec les malades, le jugement d'un juge, ça ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle. Tout ce qui est humain, et la diplomatie, c'est l'humanité en œuvre, le contact humain, la confiance, la capacité de discuter, de faire des accords, ça, aucun ChatGPT va la remplacer.
Mais évidemment, on n'a pas besoin de 6 milliards de diplomates, ni de 6 milliards de docteurs. Donc le reste de travail humain, qui ne sont pas strictement humains, oui, ils vont être remplacés. Mais la dimension vraiment humaine de l'activité humaine ne sera pas remplacée par la machine. Le forum met également en avant la notion de souveraineté numérique. Moi, je parlerai ici de la souveraineté numérique, de la souveraineté décisionnelle. Vous savez, il y a quelques jours, le président américain voulait remettre en cause l'Espagne en tant que membre de l'OTAN. Ça nous mène à des questions très transversales et pluridisciplinaires sur la notion du droit international, sur l'Union européenne, sur l'avenir de ces institutions comme l'OTAN, comme la coopération entre les Américains et l'Union européenne. Vous savez, ici, nous avons choisi exprès des étudiants qui étudient la géopolitique et les relations internationales. Nous avons aussi des universitaires, des professeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez aujourd'hui les rapports entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique? L'Europe, c'est un ensemble assez large. Il n'y a pas qu'une Europe. Si vous êtes à Vilnius, en Estonie, vous voyez les rapports avec les États-Unis d'une façon complètement différente que si vous êtes à Madrid. Complètement différente. Donc l'Europe, je ne sais pas, mais un certain nombre de pays européens, parmi lesquels l'Espagne, ne suivent pas les États-Unis dans ces guerres impériales. Et ça, certainement, affaiblit l'Alliance Atlantique. L'Alliance Atlantique n'était pas conçue pour donner un appui sans condition à un pays qui décide d'en attaquer un autre qui n'est pas une menace pour l'Europe. Et c'est ça qui fait à nouveau la confiance. Quelle sorte de confiance peut-on avoir dans l'Alliance Atlantique si, quand on demande au président Trump qu'est-ce que vous feriez si un pays européen était attaqué par l'Union soviétique? Non, parce qu'elle n'existe plus, par la Russie. Et la réponse est ça dépend. Ça dépend, non. Une alliance militaire repose sur une confiance, l'article 5 de l'OTAN. Ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend comment tu peux être sûr que vous allez m'aider. Si vous dites ça dépend de quoi? Comment vous voyez l'avenir de l'OTAN, de cette organisation militaire? Est-ce qu'elle va devenir une coquille vide? Est-ce que les Américains vont se retirer de cette organisation? Comment la souveraineté décisionnelle européenne, est-ce qu'elle est mise à sec aujourd'hui? Comment vous voyez l'avenir? Vous êtes optimiste, pessimiste, entre les deux? Normalement, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis activiste. J'essaie de m'engager et de déployer mes capacités en essayant de chercher un but. Optimiste, pessimiste, c'est l'état de l'âme. Moi, je suis surtout activiste. Mais si vous me demandez qu'est-ce que j'en pense du futur de l'OTAN, je vois assez compromis le futur de cette alliance. Les États-Unis ne peuvent pas la quitter. Parce que la quitter demande 2 tiers de vote au Congrès américain. 2 tiers de vote. Et le président Trump n'a pas 2 tiers de vote, donc il ne peut pas quitter l'alliance. Il peut la vider. Je reste, mais j'enlève toute opérationnalité. Ça, il peut le faire. Est-ce qu'il pourrait le faire? Bon, ça serait aller contre ses intérêts, donc je ne pense pas qu'il aille le faire. Mais est-ce que l'OTAN est aujourd'hui l'assurance qu'on croyait qu'elle était devant une agression? Non, elle ne l'est plus. Monsieur Pobret, une partie importante de discussion aujourd'hui porte sur les
applications de l'intelligence artificielle dans des secteurs clés comme la santé et l'armée. Quels sont selon vous les principaux enjeux? Il y a un enjeu opérationnel et il y a un enjeu éthique. En général, tous les hommes et femmes de science, tous les scientifiques, sont pour l'intelligence artificielle. Parce qu'ils savent que grâce à l'intelligence artificielle, les frontières de la connaissance peuvent s'élargir d'une façon qu'on n'avait même pas pu imaginer. Donc, si vous parlez avec un scientifique, un biologiste, quelqu'un qui travaille dans la science de la santé, il vous dira oui, je suis pour l'intelligence artificielle. Sans elle, je pourrais guérir moins des maladies. Je ne pourrais pas connaître le développement des protéines, je ne pourrais pas savoir. C'est trop compliqué pour mon cerveau. Donc oui, pour l'intelligence artificielle. Si vous demandez à un militaire, il vous dira oui, bien sûr, parce que sans l'intelligence artificielle, tu ne peux pas cibler, tu ne peux pas identifier les cibles. Je suis beaucoup plus effectif, beaucoup plus mortifère. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a une question éthique. Par exemple, dans le domaine de la défense, la vitesse de la réaction. Quand on va trop vite, on fait des bavures. Les 150 écoliers qui ont été tués au début de la guerre en Iran, à cause d'un bombardement contre une école, ces cibles-là étaient choisies par l'intelligence artificielle. Tu as fait une erreur. Et la vitesse d'action empêche le minimum de précaution pour éviter ce genre de choses. Alors, faites beaucoup d'attention en ce que, dans les domaines militaires, l'intelligence artificielle peut faire possible et que ces possibilités-là deviennent terriblement dangereuses. Les cibles, si vous demandez à Lavender, c'est le logiciel d'intelligence artificielle qu'utilise l'armée israélienne. Il lui a dit, ça c'est les cibles à Gaza, ça c'est les cibles sur le ça c'est les cibles en Iran. Quelle est la frontière entre le droit humanitaire qui interdit d'attaquer les civils et les actions qui sont pilotées par un logiciel d'intelligence artificielle qui réagit dans de dixièmes de seconde. Donc vous croyez que l'humanité a atteint un seuil d'incompétence morale face à ses propres innovations? Incompétence, je ne dirais pas incompétence, mais il y a un gap. Il y a un gap. Il y a une différence qui se mesure entre la décision que vous pouvez prendre, parce que vous êtes illustré par une machine, et les conséquences morales de cette décision-là. Et c'est là qu'il a toujours existé, la technologie pose des problèmes éthiques à chaque étape. Cette fois-ci, il est beaucoup plus grande parce que la vitesse des événements est beaucoup plus grande par rapport à la capacité de nos cerveaux. Alors sur ce fondement, quelle place pour les valeurs humaines, ou quelle place les valeurs humaines doivent être occupées dans ce monde façonné par les algorithmes? Je pense que les valeurs humaines ne voudraient pas être rhétoriques, mais à risque d'être rhétorique, je dirais que l'humain est au-dessus de la machine. C'était Rimbaud qui disait la civilisation de la technique annule la liberté. Et comme je disais avant, et je voudrais insister sur ça. Je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est que tout ce qui est vraiment humain ne peut pas être remplacé par la machine. Parce que c'est des valeurs qu'on juge. Un juge ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle. Si vous faites passer par l'intelligence artificielle les examens de Polytechnique, la machine, 100%. En seconde.
Mais si vous demandez un jugement moral, ceux qui font le juge, ceux qui font les médecins à un moment donné, choisir entre la vie et la mort, là, la machine ne sait pas le faire et ne doit pas le faire. Et la régulation que nous devons mettre en œuvre doit fixer les frontières entre ce que la machine peut faire et sait faire mieux que nous, parce que la machine est ultra intelligente, mais elle fonctionne d'une façon différente dans notre cerveau. Et ce que la machine ne doit pas faire parce qu'elle n'est pas capable. Et si on essaye de laisser à la machine de faire ça, alors là c'est la catastrophe morale. Tout à l'heure, Madame la Commissaire européenne, le ministre Benedetta Ferrero, il a abordé une question des plus stratégiques, celle de la diplomatie préventive. Peut-on envisager l'intelligence artificielle comme un outil de diplomatie préventive et comment? Écoutez, l'intelligence artificielle peut vous donner des renseignements qui sont loin de la portée de l'analyse classique d'un diplomate assis dans son bureau qui reçoit des rapports. L'intelligence artificielle peut vous donner des renseignements beaucoup plus précieux, beaucoup plus détaillés, beaucoup plus précis, et beaucoup plus avancés, beaucoup plus préventifs. Mais il ne remplacera jamais la tâche du diplomate qui s'assoit et regarde dans les yeux de son interlocuteur pour décider s'il accepte ou pas un deal qui peut faire la différence entre la paix et la guerre. Ça vous prépare mieux. Et comme je disais, si on avait eu l'intelligence artificielle avant la guerre en Ukraine, on aurait pu savoir à l'avance qu'est-ce qu'il allait se passer. Mais la diplomatie, une activité humaine comme celle du médecin ou du juge ou de l'acteur, celle-là, ça a toujours le fait des êtres humains qui auront plus de connaissances, sauront plus que ce que l'autre peut faire, parce qu'ils ont testé des scénarios dont la connaissance est vitale, mais ne remplace pas l'activité diplomatique pure, simple, qui est l'intervention humaine pour décider, parfois, comme je vous disais, entre la paix ou la guerre, la vie ou la mort. Tout à l'heure, son Excellence Moratinos, dans son sublime intervention, il a abordé la question de l'alliance des civilisations dans le pourtour méditerranéen, dans le monde, Fès, Maroc, Espagne, Portugal, qui vont organiser ensemble la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'intelligence artificielle d'ici là sera au service de cette coupe? Faites attention parce que tous ces étudiants-là, ils sont pro-foot, pro-Coupe du Monde. Je disais que les activités qui sont purement humaines ne seront pas remplacées par la machine. La danse d'un acteur, la danse d'un corps, pas d'un robot, la danse d'un artiste sera remplacée. De la même façon, le génie de Maradona ne sera pas remplacé par la machine. Je ne vois pas les robots en train de jouer au foot comme jouent au foot les grandes équipes du monde. Tout à l'heure, son Excellence Moratinos, Raymond Saint-Germain, M. le ministre, ils ont tous d'abord, ils s'étaient adressés aux jeunes en premier lieu. Et le forum réunit 1450 jeunes aujourd'hui. Quelle importance accordez-vous à cette dimension, Monsieur le Commissaire? C'est fondamental parce que c'est vous qui allez vivre dans ce monde qui aujourd'hui il y a quelques années vient de naître. Je peux vous donner un conseil. Apprenez la programmation. Au service de la paix. Au service de comprendre comment la machine fonctionne. La machine a une logique différente du cerveau humain. Ce n'est pas un grand cerveau. C'est une chose complètement différente. Elle travaille sur la base des probabilités, sur des millions et des millions de données, qu'elle est capable de mélanger et de faire des hypothèses plus ou moins vraisemblables. C'est pas comme ça qu'elle travaille le cerveau. Maintenant, vous l'avez déjà dit.
Donc, si vous voulez être un citoyen capable de comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle, prenez l'acte humble d'apprendre à coder et décoder une machine. Qui parmi vous est capable de coder et décoder le fonctionnement d'une machine? Ça s'apprend, c'est pas trop difficile. Faites-le pour que votre cerveau soit en mesure de comprendre comment la machine fonctionne. Parce que la machine fonctionne parce que quelqu'un lui a dit comment elle doit fonctionner. Et c'est sans ça, vous serez toujours un peu à l'écart de la nouvelle logique qui vient sur nous. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, arrêtez ces périls. S'arrêter, c'est périr. On ne va pas arrêter le développement de l'intelligence artificielle. On peut la maîtriser, plus ou moins. Mais je ne vous conseillerais pas d'arrêter le développement. Parce que si nous on arrête, quelqu'un d'autre ne va pas arrêter et va nous dominer. Une fois que le jeu est commencé, vous ne pouvez pas dire ah non, moi je ne joue pas. Si vous ne jouez pas, les autres vont jouer et vont être plus forts que vous. Alors pour les biens et pour les mal, la boîte à Pandore qu'on a ouverte, on ne va pas la fermer. Donc, essayez de mettre en place des systèmes pour réguler les phénomènes, pas pour l'arrêter, parce qu'on ne l'arrêtera pas. On n'arrête pas le progrès. Et qu'on aime ou pas, l'intelligence artificielle fait partie du progrès matériel. Comment ce progrès matériel est utilisé, c'est une autre affaire. Mais essayez de dire, puisque ça c'est trop dangereux, je ne vais pas investir, c'est les autres qui vont le faire. Et la civilisation dominante sera celle qui aura fait le plus de progrès dans ces domaines nouveaux. Donc, s'arrêter, c'est périr. Ne périssez pas. Essayez de vivre avec et de mettre en place, comme disait mon ami Boladino ce matin, des mécanismes de régulation des systèmes, mais ne tombez pas dans les pièges de dire ça me fait peur, j'arrête. Le monde ne va pas arrêter. Au contraire, dans quelques années, vous aurez des machines ultra intelligentes. Pas intelligentes, ultra intelligentes, qui seront des milliers de fois plus intelligentes que celles que nous avons construites aujourd'hui. Et le problème, c'est comment ça fonctionne, en bénéfice de qui? Et c'est le moment de penser peut-être au revenu universel. Parce que oui, la plus grande partie des métiers humains vont disparaître. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, non? C'est peut-être une bonne nouvelle si la machine nous libère des travaux qui ne sont pas enrichissants. Si la machine nous libère des tâches répétitives qui ne sont pas créatrices, qui ne montrent pas notre dimension humaine, et depuis la FARC et les droits à la paresse, on avait reçu la machine comme un élément de libération. Le rôle des entreprises technologiques, monsieur le commissaire, le fait de dénaturer l'autre, on l'a vu dans la guerre au Proche-Orient, en Iran, entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, il y a des entreprises technologiques qui ont inventé et qui innovent en matière des algorithmes, ce qu'on appelle communément les piliers algorithmiques, et qui font beaucoup de tort. Est-ce que de tort, de mal à l'autre, en le dénaturant, en essayant de créer de la zizanie dans les sociétés, en essayant de faire monter les uns contre les autres. Est-ce que leur influence vous semble-t-il excessive? C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faut pas démocratiser ces entreprises technologiques qui font l'intelligence artificielle? Voyons. Démocratiser. Démocratiser une entreprise. C'est quoi démocratiser une entreprise? Anthropic n'existait pas il y a un an.
tout simplement n'existait pas. Aujourd'hui, ça vaut 400 000 milliards. 400 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser Anthropic? Qu'est-ce que ça veut dire en concret démocratiser Anthropic? Mettre dans le conseil d'administration des représentants de la municipalité, voilà. Les actionnaires ne cotent pas en bourse. Cette entreprise Anthropic a refusé d'aider le Pentagone dans sa guerre en Iran. Le propriétaire Anthropic a dit non, moi je n'aide pas le Pentagone au développement de la guerre en Iran. Et le Pentagone a décidé de couper tous les contrats avec Anthropic. Alors, moi je vous demande ce que ça veut dire démocratiser Anthropic, pour que je puisse répondre à la question. C'est pas possible. Dis-moi ce que ça veut dire démocratiser. Je reviens à la question du droit international. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pour. J'ai passé les 5 dernières années de ma vie à prêcher the rules-based international order. Et demander un ordre mondial basé en règles. Non? Le rules-based international order. Ça a donné des résultats? Assez maigres. De moins en moins d'ordre, de moins en moins de rules. Et quand il y a des rules, les rules ne sont pas suivis. Et quand les rules ne sont pas suivis, ne sont plus de rules. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il n'y a pas des éléments capables de faire que les règles soient respectées et sanctionner à ceux qui ne les respectent pas. Qui peut arrêter la tragédie qui subit aujourd'hui le peuple palestinien? Qui peut le faire? Qui, à votre avis? L'intelligence artificielle? Non. Une institution. Laquelle? Les Nations Unies? Aucune pas capable. Qui? Je connais une seule personne qui pourrait arrêter ça. C'est le président Trump. Si Trump arrêtait les supplies de munitions à Israël, Israël devrait arrêter la guerre. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce que ce n'est pas dans son intérêt. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans son intérêt. Alors, est-ce qu'il y a dans le monde une organisation, un body qui soit capable de faire de sorte que les choses soient d'une manière différente? Que je connaisse, il y a les Nations Unies, mais les Nations Unies, elles sont paralysées parce que le Conseil de sécurité statue à l'unanimité, et l'unanimité, il y en a jamais. Alors, ce qu'on va faire maintenant, après votre autorisation, on va céder la parole à l'auditoire, surtout aux jeunes. Si vous avez des questions à poser à monsieur le commissaire, vous avez la parole. Dites votre nom, votre prénom, s'il vous plaît. Un micro pour les... Qui veut poser une question? Allez-y. Allez-y. Bonjour Excellence, je me présente. Bonjour Excellence, je me nomme Agoumi Yazid, je suis actuellement doctorant chercheur ici à l'Université Roubaix. Mon sujet de thèse porte sur l'impact des nouvelles technologies sur les nouveaux conflits, bien les conflits modernes. L'une de mes hypothèses est basée sur l'incertitude de Clausewitz. Clausewitz, en temps de guerre, nous parlait de l'incertitude ou bien du brouillard de guerre. Maintenant, les nouvelles technologies créent de nouvelles formes d'incertitude. Et ces nouvelles formes d'incertitude ne sont pas régulées par le droit international humanitaire ni par le droit international. Donc comment le droit international pourrait suivre à la même vitesse ces nouvelles incertitudes? Tout à l'heure, professeur Azzouzi parlait des acteurs privés, de la démocratisation des acteurs privés. Actuellement, on a des entreprises privées
qui stockent. Rapidement, la question. On a des entreprises privées qui stockent des data civiles et en même temps qui traitent des data pour des attaques militaires. Comment on pourrait réguler tout ça? L'Europe a essayé de le faire. On a fait la Digital Act, la Digital Data, la Digital Service. Que je sache, la seule institution politique ou le seul pays qui a essayé de réguler ça, l'usage des données. Et la réaction des États-Unis, qui sont les grandes entreprises qui utilisent et stockent les données, ça a été de rejeter cette régulation-là et même de menacer l'Europe si jamais elle osait l'appliquer. Et je dois dire que la réaction européenne a été plutôt frileuse, un peu en disant faites attention parce que si les US se fâchent avec nous, ils vont prendre de contre-mesures. Mais que je sache, il n'y a que l'Europe qui a essayé de réguler de quelle façon ces données sont utilisées. Et par contre, les libertariens, la dimension de l'ultra-libertarisme américain avec Palantir, tous ces gens-là, pensent qu'il ne faut pas réguler, parce que la régulation tue l'innovation et empêche le développement de technologies. Alors là, il y a une énorme différence d'approche entre l'Europe et les États-Unis. Pour les États-Unis, le développement de la technologie dont on a parlé aujourd'hui, c'est une sorte de nouveau projet Manhattan. Vous vous rappelez des projets Manhattan? C'était le développement de la bombe atomique. Pour eux, c'est une chose pareille. Le développement des armes pas toujours à feu, mais des armes, qui permettent de faire face à la montée de la Chine. Et tous les obstacles dans cette marché-là ne veulent pas les suivre. Et ça crée un gap énorme avec l'Europe, pour qui l'approche n'est pas un nouveau Manhattan Project, plutôt une nouvelle étape dans l'usage de l'électricité. C'est des approches complètement différentes. L'une clairement militaire et militariste, et l'autre plutôt civile et morale. Alors il nous reste 9 minutes, merci Yazid pour votre question. Vous savez que Yazid il fait une thèse de doctorat comme d'autres d'ailleurs et il bénéficie d'une bourse de l'UNAOC donnée généreusement par son Excellence Moratinos. Je vous demande d'applaudir et de l'applaudir s'il vous plaît. J'espère qu'on aura d'autres bourses. Hein. Et je crois que vous faites une thèse de doctorat en lien avec l'intelligence artificielle, c'est ça? Voilà, très bien. J'espère que tous ces commissaires, tous ces gens-là seront dans votre jury de soutenance de thèse de doctorat. Hein? Alors, si vous avez d'autres questions, mais rapidement, hein, posez juste la question, sans aller dans le... Il nous reste 8 minutes. Merci beaucoup. Votre nom, oui. Ahmed Dahouki, alumnus of the Erasmus Mundus program in Studies in Political Science. And I will ask my questions in English. So, first question, you handled about the future of transatlantic relations. From 2 days ago, we have we have seen the interview of Macron speaking about the future of transatlantic relations, especially about the probably that the EU should have defend themselves from not just Russia and China, but also from the US. So, what do you think about this? And my second question is about Morocco's position in the EU new dimensions. Especially, we were discussing probably il nous reste 6 minutes, s'il vous plaît, rapidement. La dernière question. Morocco moving from a third country to more a partner. Thank you very much, Okay. Monsieur le Commissaire. Bon, si j'ai bien compris, vous faisiez référence au président Macron quand il a dit l'OTAN est un mort cérébral. Oui. Bon, il a dit ça. Il y a 4 ans. Avant que la guerre en Ukraine commence. Puis il s'est repenti. Oui, il s'est repenti. Il s'est repenti parce que tout d'un coup, la Russie comme un ennemi réel, c'était évident.
il y a 5 ans, il ne l'était pas. Maintenant, il l'est. Mais il y a à nouveau notre événement, c'est l'arrivée du président Trump. L'arrivée du président Trump fait qu'aujourd'hui, personne ne peut être sûr que l'article 5 de l'OTAN soit une garantie. Et je ne sais pas si on l'appelle mort cérébrale ou une manque de confiance telle qui fait qu'une alliance militaire qui n'est pas basée sur la confiance n'est pas une alliance. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pour les pays européens, l'OTAN n'est pas une garantie de sécurité, donc ce n'est pas une alliance dont on puisse croire que est la clé de voûte de notre sécurité. Elle ne l'est plus. Dernière question, Excellence, Monsieur le Commissaire européen. Qu'est-ce qui distingue, selon vous, un forum comme celui de Fès, une université comme celle de l'Université Euromed de Fès, d'un simple événement académique et d'une simple université méditerranéenne? Le succès d'un forum se mesure dans sa capacité d'influencer les decision makers. C'est ça, un forum, que c'est le lieu de rencontre entre des professeurs chevronnés, des étudiants, d'expertise, des gens qui savent, des gens qui apprennent. C'est créer un environnement fertile, de sorte que ce que vous dites, ce que nous disons ici, soit écouté par les decision makers et qu'ils payent attention à ça. Alors, le succès d'un forum, ça dépend de l'influence sur la capacité de décision de ceux qui ont à décider. Si vous n'avez pas, les forums c'est bien beau, mais il faut essayer le beau. Alors notre échange, M. Borrell, a permis de dégager plusieurs enseignements majeurs en parfaite résonance avec les thématiques structurantes du Forum de Fès. Est-ce que en une minute, vous pourriez nous dire quelques clauses pour l'appel de Fès, quelques directives, quelques suggestions? Bon, je vais insister sur une idée qui peut-être ne fait pas l'unanimité, c'est que le développement de l'intelligence artificielle ne va pas s'arrêter et qu'il faut mettre l'accent sur la régulation de façon que jamais on essaye de faire que la machine puisse être chargée des tâches strictement humaines. Je pense que c'est ça qu'il faut insister. Les tâches qu'on pourrait dire humaines, j'en ai cité quelques-unes, ne devraient jamais être mises dans les mains de l'appareil technologique. Et ça demande de la régulation. Ça demande de savoir qui fait les algorithmes, ça demande à quoi ça sert l'outil et quelle est la responsabilité des usagers. Mille merci, Joseph Borrell. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. On va céder nos deux honorables chaises à M. Mustapha Bousmila, professeur Mustapha Bousmila, président de l'Université Euromed de Fès, et Madame la ministre. Et vous avez maintenant tout votre temps pour parler de l'intelligence artificielle, son avenir, ses acheminements. Débattez de la manière la plus démocratique. Vous avez la parole. Merci.